Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau point lecture, ce nouveau lecture manga. Encore une fois, toujours en compagnie de Brenner. Salut à tous. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler de plein de mangas différents. Aujourd'hui, on en a combien? On en a quand même genre 6. Ouais, non, parce qu'il y en a plus quand même. Parce que. Enfin, non, mais en tant que tome, tu vois. Ah oui, Il y en a- beaucoup, oui, c'est une Il y, grosse en a, batte. il y en a beaucoup, ouais. Je vais vous montrer ce Aujourd'hui, qu'on a. Voilà. Aujourd'hui, C'est voilà. cette pile-là. Vous voyez pas Pas trop. exactement les titres, mais vous allez bien découvrir. Aujourd'hui, du coup, On n'aura que 2 tomes en commun. c'est ça. Hein, pour changer, d'habitude, on fait surtout des lectures qu'on a en commun, et après on finit sur notre lecture perso. On a peut-être dû faire 2, je sais plus. Mais bon, cette fois-là, aujourd'hui, on va avoir 2 lectures en commun et 2 lectures chacun personnelles. Donc ça va changer un peu et on va parler quand même de pas mal de choses. Hein. Là, ça va être assez diversifié. Bon, on va retrouver un peu du héros gros comme un peu à chaque fois, hein, bien sûr. Mais vous allez voir, on va bien s'amuser. Hein. Oui. Et ouais, donc On peut commencer. on peut commencer? Eh ben allez. Alors le premier va être quelque chose qui va suivre finalement un peu chaque épisode, parce que la dernière fois, on va parler de Anamorphosis d'abord, de Shintaro Kago. La dernière fois, on avait parlé de Fraction, de Shintaro Kago aussi. Et la dernière fois, on avait parlé des carnets de massacre. C'est ça. Donc finalement, on a passé un peu. Pour l'instant, on a parlé quasiment de tous les Shintaro Kago que j'ai lus, de tous en fait. Hein. Et on va continuer encore. Mais Ouais. aujourd'hui, on va rester sur celui-là, qui est en fait, on les a fait dans l'ordre. Hein, Dans l'ordre de parution, Dans dans l'ordre de parution. compréhension. Dans Donc l'ordre narratif. bon, c'est pas une suite, mais bon, ça reste un Eroguro. Donc Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. ah ouais, on va en parler. Ça reste un Eroguro, donc pour public averti évidemment, la couverture peut déjà être un peu explicite. Je vais te demander pendant que je monte quelques pages de quoi ça parle, Fraction. Alors en gros, c'est. Anamorphosis. Oui, Fraction, voilà. Fraction, on l'a déjà dit. Mais Voilà, donc tu vois, le lapsus est révélateur. Ouais. Alors en gros, c'est l'histoire d'un groupe de personnes qui sont convoquées pour une télé-réalité, c'est ça? Mhm. Et en fait, ils se rendent compte que peut-être que l'émission à laquelle ils sont censés participer est un peu bizarre parce qu'ils se retrouvent enfermés dans une ville miniature, une sorte de maquette, vous savez, les maquettes à la film, enfin au film de kaiju des années 60 là. Et en fait, ça part sur des drames, il y a des gens qui vont décéder, ils vont se demander ce qui se passe, si c'est scripté ou non, et en fait, on va se rendre compte que c'est, si vous voulez, il y a une sorte de milliardaire, un homme qui aime reconstituer les scènes de meurtre Ouais. dans une émission qu'il scénarise et qu'il met en scène. Voilà, un philanthrope avec des goûts un petit peu bizarres. Et de là va découler une suite de péripéties. Et on est toujours en présence des sempiternelles histoires courtes de Shintaro Kago. Oui, à la fin, sur la deuxième moitié. à la fin du volume, voilà, il s'affranchit un petit peu de sa narration, du fil de son récit pour revenir à ce qu'il sait faire de mieux finalement. En fait non, je dis n'importe quoi parce il sait tout bien faire, Shintaro Kago. Faut voir, ça fait à peu près une moitié-moitié. Hein. Mhm. C'est-à-dire ça c'est Anamorphosis et ça c'est les histoires courtes. Voilà. Donc on en a une dizaine. Et après c'est les histoires courtes, voilà, je pense que j'ai bien résumé. C'est ça, globalement on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de Anamorphosis? Donc moi, toi tu l'avais déjà lu avant, moi, Ouais. moi ma lecture est assez récente du coup, hein. Justement je le lisais dans la continuité de tous les Shintaro Kago dont on a parlé avant. Exact. Et alors moi Anamorphosis, je le trouvais très intéressant, hein, comme tout le temps en fait pour l'instant avec les Kago, c'est très original hein, forcément, je veux dire le style de l'auteur fait que on reste quand même toujours assez surpris de l'évolution de On l'intrigue. est globalement jamais déçu et toujours surpris. C'est ça. Donc, là, je parlerai des histoires courtes après, mais là, je parle vraiment d'avoir parlé de Anamorphosis, l'histoire principale. Donc, j'ai trouvé ça assez original. Ça changeait beaucoup des carnets de massacre. Ça se rapproche d'une certaine façon de Fraction, même si on est quand même beaucoup moins dans la manipulation narrative, même si Moi, je il y a trouve quand qu'on même de ça. Enfin, pour moi, passer... En fait, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ça reste pour l'instant des œuvres de Kago que j'ai lues, celle qui m'a le moins marqué quand même, parce que, en fait, déjà passé après Fraction, j'ai tellement adoré Fraction que forcément, je trouvais que c'était quand même... Enfin, je veux dire, le concept, tu peux pas faire deux fractions réellement. Donc, on reste quand même d'une certaine façon dans une manipulation, parce que c'est encore une fois une histoire qui se fait en deux temps.
tu vois, avec d'un côté on suit les personnages vraiment qui participent à l'émission et de l'autre, sans trop spoiler, on suit encore d'autres personnages qui ont un lien et tout va se réunir à la fin et on va vraiment comprendre du coup qu'est-ce que c'était en fait tout ce qu'on lit depuis le début. Et on a encore une fois pas mal de manipulations. On se rend compte que depuis le début on nous montrait quelques pistes mais bien sûr on pouvait pas s'attendre à ce que ce soit réellement comme ça. Mais donc pour moi en fait c'est un peu comme Fraction en un peu plus enfin c'est toujours tiré par les cheveux mais quand même moins poussé à l'extrême, tu vois ce que je veux dire globalement. Donc c'était une lecture vraiment je pense que je relirais encore une fois un peu comme avec Fraction, je relirais le tome pour vraiment tout comprendre encore mieux après connaître la fin tout simplement. Mais voilà en fait c'est un bon Kago, pas mon préféré pour moi, mais je trouve qu'il fait le taf et il vient bien amener sa pierre à l'édifice, à l'œuvre de Kago. En fait. Ouais, bah moi déjà je voulais parler un petit peu du concept artistique qui se cache derrière le tome. En fait, bon, du coup, vous voyez le titre Anamorphosis. L'anamorphosis, c'est un concept artistique qui se base sur la perception de la perspective et le fait qu'on puisse observer une perspective d'un certain point de vue et en fait on se trompe totalement et que l'œil humain et notre cerveau qui est habitué à avoir des patterns très précis, en fait c'est comme de la manipulation narrative. C'est pour ça que je te disais que oui, c'est sûr. Le concept artistique se base aussi sur la manipulation, là plus narrative mais purement visuelle et je veux dire neurologique, où notre cerveau est habitué à décrypter des formes, à décrypter une certaine perspective et on se rend compte qu'en fait il peut nous fausser notre appréciation. Et c'est exactement ce qui va se passer là-dedans. Au début, en fait, on voit la ville miniature, comme je vous dis, sans trop spoiler, parce que c'est vrai que c'est quand même une grosse partie de l'œuvre, mais en fait, vous voyez des choses qui se passent dans les cases, et vous allez comprendre qu'en fait, tout ce qui se passe depuis le début prend une toute autre ampleur lorsqu'on on explique en vérité ce qui se passe. Enfin, c'est compliqué sans spoiler, parce qu'il y a vraiment un twist qui est intéressant, mais en vrai, à chaque fois, c'est pour ça que je pense que je vais le relire à un moment, hein, c'est sûr, parce qu'au bout d'un moment, forcément, quand tu commences à lire, tu fais ok, je suis pas sûr de tout comprendre, des fois c'était un peu compliqué, je me disais, oula, ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent, je suis pas sûr, bah encore une fois, c'est normal, c'est l'œil qui te trompe, tu fais ok, donc pourquoi il y a des gens qui meurent comme ça, c'est bizarre, bon, tu te dis que... Même à la fin, quand on t'explique que t'es pas sûr de vraiment voir exactement, tu reviens en arrière, tu fais mais attends, mais du coup, c'est fait exprès en fait pour nous déstabiliser. Donc c'est pour ça que... Dans un sens, ça marche. Oui, ouais, c'est ça, mais donc c'est pour ça que je te disais que pour moi, c'est à peu près la suite de Fraction dans que Kago a fait dans la manipulation narrative et visuelle, parce qu'on a les carnets de massacre qui sont un corpus de 2, on a Fraction et Anamorphosis qui sont, on va dire, les deux essais concernant la manipulation, et on a la collision accidentelle et la grande invasion mongole qui sont aussi à peu près reliés, on en parlera. On en parlera bien sûr. Donc pour moi, c'était pas facile à comprendre à la première lecture, il m'en faudrait une deuxième, et j'ai noté, exactement comme toi, un Kago dans la continuité, sans doute le moins marquant de tous, mais toujours d'une grande inventivité. Ouais, c'est ça. J'ai noté ça, mot pour mot. Donc c'est vrai, c'est moins marquant. Moi, des 6 qui sont sortis, c'est Yamacho, et des 6 que j'ai lus, c'est celui qui... Bah en fait, j'ai aimé tous les Shintaro Kago, hein, sans exception, et je pense que tu l'as aussi beaucoup aimé. C'est juste que, passer après Fraction, comme tu l'as dit, qui est vraiment pour moi un chef-d'œuvre du manga, passer après Fraction, forcément, ça reste Kago et on connaît son talent pour son inventivité, pour sa mise en scène, pour son dessin, pour sa manipulation, on sait qu'il est très fort là-dedans, mais c'est vrai que ça reste quand même, je pense, celui qui est le moins notable. Ouais, et surtout qu'en plus on connaît aussi Kago d'une certaine façon pour son humour, mais il y a beaucoup moins d'humour dans celui-là que dans les précédents par exemple. Oui. En fait, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais il est quand même beaucoup plus terre à terre que les deux autres d'une certaine façon, même si, pas forcément, vu la manipulation à laquelle on va être, de laquelle on va être victime, forcément, non mais ça. Je vais montrer des images, mais c'est vrai que des fois. Ça reste quand même très, très explicite à pas mal de moments et tout ça, mais je veux dire, il y a moins de concepts aussi. Les concepts sont pas aussi farfelus que dans les précédents. Ne t'inquiète pas, il se rattrape beaucoup dans la collision accidentelle. Et bah super, parce que moi c'est aussi un des aspects qui fait que j'apprécie particulièrement Shintaro Kago, notamment dans les Roguro, c'est cet humour très absurde, et c'est aussi le fait qu'on en ait beaucoup moins dans celui-là qui fait que
il m'est moins marqué et que j'ai trouvé. Enfin, il était toujours divertissant, mais quand même, voilà, un peu moins mémorable que les précédents. Mais voilà, ça reste quand même. On sent quand même bien sûr la patte de Kago. Oui, Et oui. ça reste un très bon manga qu'on vous conseille, bien sûr. C'est publié chez IMHO. Oui, toujours. En un seul tome, comme tous les recueils de Kago. C'est au prix de 18€. C'est vrai que les Kagos sont pas donnés. Oui. Mais ça en vaut le coup. Si vous De les loin. trouvez d'occasion, encore plus que moi j'ai réussi à en trouver quelques-uns d'occasion. Et vraiment, Pareil pour donc moi. c'est pour ça que je les ai pris. Et c'était vraiment le bon plan. Parce que j'étais un Kago, maintenant il m'en reste qu'un. Et je les ai tous. Et j'en suis très content. Parce que c'est un auteur vraiment. Oui, majeur, incroyable. Voilà. Mais dites-vous que, en tout cas, n'importe quel tome de Shintaro Kago que vous allez lire, ça va forcément vous marquer. Oui. Et forcément, vous allez vous en rappeler comme quelque chose qui sonne complètement différent de tout ce que vous avez l'habitude de lire. C'est vraiment le cas de le dire. Surtout avec le consensualisme qu'on a en ce moment, même depuis pas mal d'années. Bah ça, pour le coup, c'est vraiment une... Bah heureusement que ça existe, Kago quand même. Ah ouais, ça, c'est- En fait, ça aurait été dommage que ça s'arrête aux frontières nippones. Mhm. Et on remercie Yamacho pour l'avoir publié. Et on attend l'artbook Kago évidemment, hein, bien sûr. Ouais. Bon, Hubert, ce serait temps de se réveiller Ce serait sympa. sur la communication. Et juste, oui, bah, on peut parler aussi vite fait des histoires courtes qui sont du pur Kago pour le coup. Hein. On a du très gore, C'est n'importe quoi. du très n'importe quoi vraiment. Pour Comme le coup. d'hab, de toute Vraiment. façon. Il y a il y a pas mal d'humour dans la plupart aussi. Là vraiment, c'est des pures histoires courtes de Kago comme on en a à peu près à chaque fois. Et voilà, enfin, ça reste toujours. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Obligé il y en a- pas de strike. s'il y a- Ouais, non, mais c'est vrai qu'il y a des concepts. Il y a des concepts très Kago. Et on la voit la bite dans la bouche. Je On la pense. voit, on la voit. Pardon, c'est la bite. Non, la bite bite bouche. La bite La bite qui a bouche. remplacé la bouche. La bite bouche. On a des concepts, des concepts très Kago pour le coup. Et voilà, tout ça pour dire que Anamorphosis, voilà, c'est bien, C'est une tête très Kago. c'est bien violent, ouais, voilà. Et Voilà. lisez Et Shintaro Kago. tellement cynique, tout le temps tellement cynique, Ouais, un cynisme vraiment, absolu, donc, qui marche tout le temps. Voilà, franchement, on va le dire à chaque fois, mais lisez Shintaro Kago, franchement. Il en reste 2 encore à couvrir dans ces vidéos et on va les faire. Oui. Passons maintenant, du coup, à ma lecture une de mes 2 lectures personnelles, du coup, parce qu'on a dit qu'on allait agencer comme ça, qui est Le Château de l'Aurore de Osamu Tezuka, Ouh là là. qui est édité chez Cornelius. Alors, le premier Tezuka dont moi je parle, parce qu'on avait déjà parlé de Ayako. Mais est-ce que c'est pas le premier Tezuka que tu lis? Non, parce que j'avais déjà lu plusieurs histoires pour tous, notamment les. Ouais, mais vraiment en entier, je veux dire. Tu veux dire. La première histoire du début jusqu'à la fin, un format relié et complet. J'ai déjà lu plusieurs histoires courtes, mais en relié Ouais, comme comme ça, ça. je pense que. Faudrait que je revérifie, mais c'est Bah, comme moi, possible. moi, Yako, c'était le premier entier, vraiment entier et relié que je lisais. Donc, C'est possible, parce que en fait, le Tezuka, l'histoire pour tous, c'était plusieurs histoires courtes et ou souvent des histoires qui se finissaient en max 2-3 tomes. Et j'avais terminé certains que j'avais pas pu compléter en physique par les scans sur internet, vu que les tomes sont très très durs à trouver. comme beaucoup. Hein, Et comme mais du beaucoup coup, ouais, c'est vrai que d'une certaine façon, ça reste mon premier complet, en tout cas, parmi tous ceux que j'ai. Pourtant, j'en ai plusieurs, hein, mais ça reste. Il faut trouver du temps pour tout lire, et on parlera de Tezuka, bien sûr, pas mal dans les prochaines lectures aussi. Je pense que c'est dans nos plans. Je pense bien. Et voilà, donc le Château de l'Aurore. Alors, de quoi ça parle déjà? Alors, c'est un manga très historique qui se passe dans une période très précise du Japon. Donc, pour le coup, on est sur le seigneur Muneharu Matsunoki, j'ai pris des notes pour être sûr de ne pas faire de faute, qui se lance donc à la demande du shogun dans la construction d'un grand château de style anglais, le fameux Château de l'Aurore qu'on voit sur la couverture. Voilà, un château qui fait vraiment pas très japonais, en tout cas de cette époque-là. Donc on est à l'époque de Toyotomi, un des 3 grands seigneurs qui va réunir le Japon. Je sais pas trop comment le dire, mais bon, voilà, si vous connaissez cette période de l'histoire japonaise, vous voyez ce que je veux dire. Et donc pendant la construction de ce château, et donc, malgré l'opposition des habitants et de pas mal de personnes, le château va commencer à être construit, mais pendant les travaux, il va y avoir plusieurs accidents, plusieurs sabotages, et on va se rendre compte qu'il y a pas mal de conflits, notamment politiques, et on va se demander donc qui sabote, est-ce qu'il y a un traître parmi la cour du seigneur, et on va comprendre que petit à petit il y a des tensions qui vont se créer, des relations
enfin des liens qui vont se briser et d'autres qui vont se créer. Et il y aura pas mal d'évolutions à ce niveau-là. Et tout ça sur un fond de guerre qui commence à arriver, on le sent petit à petit, tout ça à cause du château de l'Aurore. Et donc, le château de l'Aurore, est-ce que je vais vous étonner en vous disant que... Alors, déjà, est-ce que tu peux nous situer le contexte de l'œuvre? Parce que c'est vrai que Tezuka a une carrière immense. Oui. C'est sorti quand, à peu près, et dans quelle partie de sa carrière? Alors, C'est ça que c'est intéressant. Oui, justement, on considère que le château de l'Aurore, c'est une de ses œuvres qui est sortie, une de ses premières qui est sortie dans ce qu'on appelle son âge d'or, globalement. Est-ce que je peux retrouver la date quelque part? Je crois que c'est 1962. 59. 59. Donc c'est vraiment le tout début des années 60. C'est là où Tezuka commence à se sortir de son inspiration pour Disney. Ouais. On voit qu'il y a encore quelques liens. Enfin, et même pour toute l'imagerie hollywoodienne et américaine. Bah, parce clairement, que là, c'est à partir de ce moment-là où il commence vraiment à créer les bases de ce qui va devenir le manga moderne en fait. On voit qu'il... Ouais, il sort de La Nouvelle Île au Trésor, de The Lost World, The Next World, Ses Metropolis. influences sont toujours là, Non, mais il commence à créer vraiment tu ce qui va sens faire que son véritable style. Tu sens que l'identité est plus présente que lors de ses premiers récits. C'est ça. Et bon, déjà, un petit mot. Quel charme. Mot sur l'édition qui est aussi très très cool, hein, parce que d'ailleurs, j'en ai parlé parce qu'il y a pas mal d'aspects historiques dans l'œuvre. Et on a une petite remise en contexte juste ici, en commençant, et pas mal de petites indications qui vont nous aider à vraiment comprendre quel personnage historique, surtout à la fin en fait. On a une petite postface qui explique vraiment les personnages qu'on a croisés, ceux qui existent vraiment, ce qui s'est vraiment passé historiquement. Et donc c'est super intéressant. Donc ce tome-là, vous pouvez le trouver dans la collection, avec l'offre 25 piges de Cornelius, c'est-à-dire ce tome-là et Sarutobi de Osamu Tezuka, qui est beaucoup plus gros. Et on en avait déjà parlé de mémoire avec 3 rues des mystères dans une des précédentes vidéos. Et en gros, pour 25 €, avoir les deux gros Tezuka, surtout Sarutobi que j'ai pas encore lu. Et donc franchement, ils sont encore disponibles, donc je vous conseille de foncer parce que je vais le précommander immédiatement. C'est super intéressant et génial. Mais j'ai toujours pas dit réellement ce que j'en avais pensé du coup. Alors le Château de l'Aurore, c'est un manga avec beaucoup d'intrigues politiques et donc une grande part historique, hein, comme je l'ai beaucoup dit, et surtout ça que je trouvais très intéressant parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement bien mis en scène, Tezuka oblige, et on est donc à l'époque de Toyotomi. On a une imagerie très représentative des histoires qui se déroulent dans cette période très particulière du Japon, tu vois, avec beaucoup de ninjas, de samouraïs, de l'importance du shogun et de ses décisions. Et là, le château de l'Aurore, ça va vraiment concentrer, le château en tant qu'édifice, va vraiment concentrer tous ces éléments et toutes les tensions que les différents groupes de personnages pouvaient vivre à l'époque, notamment au niveau des seigneurs et du peuple. Et on suit plus particulièrement le fils du seigneur qui construit le château, qui lui va s'opposer à la construction pour différentes raisons. Et donc c'est un manga qui, en plus d'être super divertissant et intéressant, parce que ça se base sur des faits réels du coup, comme je l'ai dit, pose pas mal de bases, comme les œuvres qui sortiront après, mais de Tezuka sur le manga moderne. Et ça se lit vraiment très bien. C'est-à-dire, le truc est sorti en 59, et vraiment on n'a pas l'impression, quoi. On pourrait me dire que c'est sorti même dans les années 90, ça fait vraiment très, très, très actuel en fait. C'est à 65 ans, plus ou moins. C'est ça, et vraiment ça les fait pas du tout. Et déjà, quand on a parlé un peu de Lupin sur la chaîne de Brenner, mais là, tout est ultra quali. Je veux dire, il n'y a aucune page qui bave. C'est pas l'impression de Lupin. Et c'est pas les pages de Lupin. Regardez ça, comme c'est beau. Et donc franchement... Le noir est noir, le blanc sont blancs. On remarquerait vraiment pas que c'est un tome qui est si vieux et qui pose autant de bases. En fait, c'est souvent ça avec les vieux mangas, c'est souvent on les lit, j'en avais parlé aussi avec Devilman, c'est qu'on les lit, on se dit que c'est vraiment bien, mais on se rend pas compte, quand on n'y réfléchit pas réellement, à quel point c'était novateur et important pour l'époque. Et c'est pour ça que le Château de l'Aurore, je vous conseille vraiment
de vous y intéresser. Je vais pas spoiler réellement, même si c'est... Après ça reste pas Ayako non plus de Tezuka, j'imagine, même si je l'ai pas lu encore. Bah c'est pas, enfin l'œuvre a pas la même notoriété, mais Non, mais c'est ça. Non, reste mais un je veux dire, finalement, avec notre vision actuelle, on peut quand même deviner d'une certaine façon comment vont évoluer les choses, même s'il y a quand même pas mal de surprises. Mais même si on se doute à peu près de où ça va aller, ça reste très bien fait. Les intrigues politiques sont crédibles et fonctionnent vraiment. Et aussi l'enrobage en fait de contexte de Japon féodal rend le truc vraiment ultra intéressant, en tout cas de notre vision d'Européens du 21e siècle. Et donc, franchement, le château de l'Aurore, à 25€ avec Sarutobi, foncez, parce que c'est vraiment très très cool. De toute façon, que ce soit les Hello Tezuka, le Logaro ou les Hello Mizuki, les offres de Cornelius 25 piges sont des pépites, hein, vraiment. Et ouais. Est-ce que ce serait pas à moi? Bah oui, je pense. Alors, Allez, à ton tour. moi, je vais vous parler d'une série de 3 tomes qui sont sortis. C'est Xiaopan, donc un éditeur de manhua, qui a mis la clé sous la porte depuis 2007, je pense. Et donc, je vais vous parler de My Way, de JD. Donc, il y a 3 tomes. Hop, le deuxième et le troisième qui est là. Alors, c'est assez atypique, on va pas se mentir. Donc, JD, déjà, l'auteur, c'est une artiste chinoise. Bon, on va parler de ça après, mais c'est une artiste chinoise dans la veine de Benjamin. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne, allez la voir, hein, très intéressant. C'est vrai, allez-y. Donc, JD, c'est vraiment une artiste qui a eu comme modèle Benjamin. On le sent, on le ressent, elle le dit. Benjamin est souvent invité en postface, en préface de ses bouquins. Voilà, on sent qu'ils sont amis, ils se connaissent bien. Et franchement, on peut dire que c'est un digne successeur de l'héritage de Benjamin, de sa sensibilité. Elle a tout compris en fait. Et elle a bien hérité de la certaine, comment dire, de l'universalité intime de Benjamin, comme j'avais expliqué. Le fait que elle aborde des thèmes qui parlent absolument à tout le monde, mais qui restent quand même très très intimes et très personnels à chacun. C'est un tour de force à chaque fois, je suis bluffé par ça. En fait, on pourrait dire que c'est le Benjamin féminin, on peut dire que c'est le côté féminin on peut dire qu'elle a sublimé même l'art de Benjamin, tellement c'est parfait. Alors, en gros, de quoi ça parle? C'est V, donc ce petit bonhomme-là, qui est un voyageur itinérant, un personnage itinérant, un voyageur qui va se balader dans le monde en général, et qui a un monde assez... Ah, tu peux montrer s'il te plaît un peu. C'est donc déjà, c'est bien sûr tout en couleur, dans un format très appréciable, des belles pages bien cartonnées. Bon là tu tombes sur un texte. Ouais, c'est vrai. Alors bon, donc ce personnage va voyager et en fait il va rencontrer une multitude de personnages. Voilà. À chaque chapitre, c'est des histoires courtes, c'est des histoires courtes, et chaque chapitre dépeint la rencontre avec un personnage. Voilà, tu vois, là c'est les personnages qui sont à côté de V, donc le personnage aux hautes formes. Alors, et donc ces personnages-là vont, on va dire, dépeindre un problème de la vie quotidienne, des peines, des joies, des interrogations, plein de choses en fait. Et donc ce tome, pour moi, ces tomes, c'est vraiment ça. Enfin, ils m'ont vraiment fait du bien. C'est toujours excellent. J'ai eu la larme aux yeux dans le tome 1 et le tome 3. Et surtout grâce aux petits textes qui sont après les histoires courtes. Parce qu'en fait, c'est exactement, l'édition est faite comme ça. On a l'histoire courte qui est là. Et juste après, on a, hop, boum, un texte qui explique la genèse de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'elle a écrit ça? Ça se base beaucoup sur sa vie à elle, sur les histoires de ses amis, de sa famille, etc., de ses relations. En fait, c'est exactement... C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment Benjamin, Zangbin, mais en femme, et on sent que c'est son élève spirituel, parce que elle reprend exactement le même modèle, la même structure narrative. Et c'est tellement précis, c'est tellement vrai, et c'est tellement juste que c'en est juste absolument génial. Elle a un talent d'écriture qui est absolument dingue. Elle sait mettre exactement les mots là où il faut. C'est vraiment, mon avis, curateur pour les Chinois. C'est une œuvre vraiment cathartique, j'imagine, pour eux aussi. Et puis, sans parler du style.
du style graphique. Alors c'est hérité de l'art pictural, hein, vous pouvez voir. C'est à la tablette graphique, exactement comme Benjamin, c'est pour vous dire. C'est des personnages qui sont très oniriques, très peu expressifs, mais finalement tellement réels et sensibles. C'est absolument dingue. J'aime énormément le travail sur les décors qui est fait. Regardez juste les couvertures. De toute façon, vous pouvez voir un petit peu le monde des rêves, l'onirisme qu'il y a là-dedans. Vous voyez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Les tomes sont absolument très très beaux. Ils sont assez chers aussi, mais ils sont trouvables d'occasion très très peu chers. Petit mot par contre sur l'édition. Qui, bon, écoutez, je m'en bats les couilles parce que c'est vraiment... Enfin, je m'en fous parce que c'était à mon avis compliqué pour l'éditeur de s'en sortir déjà en publiant de la bande dessinée chinoise, alors que putain le potentiel qu'elle a cette bande dessinée chinoise. Mais vous voyez que, voilà, c'est dans le mauvais ordre pour vous, mais vous voyez qu'il y a un petit souci d'harmonie, quoi, on peut le dire. Les tomes sont pas, enfin les numéros sont pas au bon endroit. Le troisième tome dénote complètement des autres. Même les deux premiers sont pas exactement au même niveau non plus. Enfin on voit qu'il y a pas mal de décalage. Mais bon. Exactement. Et donc vous pouvez voir rien que, à mon avis, aux couvertures, que c'est d'une mélancolie incroyable. C'est vraiment un cocon dans lequel on peut se réfugier. Je trouve que, c'est fou à quel point des artistes peuvent comprendre l'humanité en fait. Je trouve ça fou, et notamment JD. Parce que peut-être que c'est le fait qu'elle soit une femme, qu'elle soit encore plus dans la sensibilité que Benjamin, qui lui est plus dans la retenue concernant ses sentiments. JD, elle, va vraiment au cœur et n'a pas peur de parler de certains tabous. Et c'est... En fait, c'est presque un retour au rêve de l'enfance, à ces moments chaleureux qu'on a tous connus. Et la lecture nous replonge dans ces moments-là et nous fait ressentir des émotions que je voudrais, à mon humble avis, tout le temps ressentir. Et JD, j'ai hâte qu'elle soit rééditée en France, même si à mon avis ça n'arrivera absolument jamais. Enfin, jamais, faut pas dire jamais. Si jamais il y a un éditeur qui peut se repencher sur le manhwa, j'en serais très très reconnaissant. En tout cas, c'est de la bombe atomique. Lisez-moi ça, lisez Benjamin. Et puis je pense que les My Way de JD sont pas loin d'être dans mon top 10 manga all time. Et puis voilà quoi, c'est de la bombe tout simplement. Et d'ailleurs, je remarquais sur l'un des tomes que tu montrais que il y avait, ça se terminait sur une illustration, voilà, qui et notamment avec tous les détails enfantins me fait pas mal penser à certaines planches d'un manga de ma seconde lecture personnelle dont on parlera tout à l'heure. Mais avant ça, on change de registre. De se pencher encore une fois sur les Rogros. Vous pensez qu'on avait fini? Eh ben en fait non. Mais lisez du Chiaopan là. Oui, mais lisez de l'Eroguro aussi. On en parle beaucoup dans nos lectures. Je sais, ça n'a rien à voir, mais voilà, on n'a pas fini. Le deuxième et dernier de ce point lecture encore, et on est flou, mais bon écoutez, c'est le jeu. On va parler de Litchi et Carry Club de Osamu Furuya. Regardez-moi ce tome déjà, comment il est beau, comment il est fat aussi. Ça se voit pas forcément. Bon, c'est vrai que j'avais comparé au Chiaopan, pour le coup, c'est pas, ça marche pas bien. Et ce dos absolument fou. Ce dos très particulier, on va dire. Ce dos qui est responsable. Litchi, Ikari Club. Ce dos qui est responsable de l'échec commercial du titre en France. Hein. C'est confirmé. Hein. Ouais. Et on peut le comprendre, c'est juste que nous on aime beaucoup. Il existe aussi un préquel. Notre Ikari Club. Notre Ikari Club, que j'ai pas lu encore. Je n'ai pas lu non plus. On en parlera peut-être dans une des prochaines lectures, hein, du coup, pour aller dans la continuité quand on aura fini les Kago. Mais déjà, les Furuya, on a pas mal de choix à dire. Moi, c'est mon premier Furuya, du coup. Est-ce que ceux qui ont lu Maruo, ça vous dit quelque chose, les potos? Oui, déjà l'imagerie. Bon, on va parler de toute l'influence du. Déjà de. Qu'est-ce une influence là? Non, mais qu'est-ce qu'était Litchi et Carry Club avant d'être adapté en manga? Je te laisse y aller. Et on va nous l'expliquer, en post-phase justement. Mais alors Litchi et Carry Club, en gros de quoi ça parle? Ça me frustre toujours d'être flou, mais bon c'est pas trop grave. Non mais c'est parce que du moment qu'on voit bien. Ça va, on voit bien. Litchi et Carry Club, ça parle donc d'un club, le Ikari Club, qui est dirigé par, comme l'explique la couverture même, Zera, l'empereur des ruines, ce personnage en premier plan, et qui achève la conception. Ce club va bientôt achever la construction d'un robot qui fonctionne au Litchi et qui a pour but,
en gros de capturer des jeunes filles, on va dire. C'est compliqué à résumer le Ichikai Club. En gros, c'est un club Voilà, ce de... robot-là. Ce gros robot que vous voyez là. C'est un club de jeunes garçons, globalement, qui a des dessins assez noirs et... Tous détraqués. tous des détraqués, clairement, et qui finissent du coup par donner naissance à Lichi, ce robot-là, très flippant, et qui va leur ramener... Très flippant, mais plus humain que. Oui, bah on va en parler, j'ai pas mal de choses à dire dessus, et qui va ramener un jour cette jolie fille qui s'appelle Canon, et voilà, et on va voir du coup les interactions, et ce que pensent intrinsèquement les membres du Ichikai Club, et on va le voir du coup petit à petit se désagréger à cause de pas mal d'éléments, mais voilà, mais on va pas spoiler parce que encore une fois c'est un manga qui est très intéressant. Globalement, c'est un mot qui va Tout le avec temps, beaucoup, avec beaucoup des œuvres dont on parle, hein, mais Très parce que- intéressant, Maniaco il aime bien. non mais cette c'est sûr, non mais Ichikai Club, tu peux pas dire le contraire quand même. Ouais. Bon, par où on commence déjà? Bah déjà, moi j'aimerais bien dire que déjà, au-delà de l'édition déroutante, Furia vraiment, parce que moi j'ai un peu plus lu que toi, mais c'est vraiment un auteur qui me surprend à chaque fois par ses multiples facettes. C'est un auteur polymorphe et qui en fait, là c'est ça, il y a les Roguro. C'est vrai qu'à chaque fois que je lis du Furuya, je me dis mais putain c'est vrai que c'est tellement différent, que ce soit pour l'âge de déraison, pour le cercle du suicide. J'ai pas lu Tokyo Magnitude par exemple, mais même Je suis un homme qui va sortir d'ailleurs, qui va ressortir, qui va être réédité. Tu vas te faire striker. Non, on voit rien, là, c'est la petite caméra, là, c'est pas comme si Ah, il y c'est avait mis vrai, l'image c'est à l'écran. C'est vrai. Et en gros, voilà. Donc, c'est vrai que Furuya me surprend constamment. Il change de style graphique tout le temps, en plus, ce fou. Enfin, il s'accorde parfaitement au traitement qu'il souhaite accorder à son œuvre. Et donc, justement, si on peut parler du dessin rapidement. Oui. Là, son trait est très limpide, très esthétisé, à la manière d'un Maruo, d'un Suihiro Maruo, parce que c'est clairement l'inspiration principale. Et même au-delà de l'inspiration, comme j'ai dit, on peut parler de véritable hommage. Il souhaite rendre hommage, faire un tribut à Maruo, là pour le coup, à Suihiro Maruo, qui est considéré comme le maître de l'Eroguro. Par son trait très féminin sur les personnages, de par son Eroguro, littéralement, on a des relations entre les personnages qui sont très explicites. On a beaucoup de scènes de violence aussi, des scènes très macabres. Très graphique pour la plupart. Très graphique, donc voilà, ça peut faire penser à peu près à Mori dans Vampire, que beaucoup de personnages peuvent faire penser à Mori dans Vampire que tu as lu et que dont les gens on a parlé aussi. peuvent connaître, ou même au Tobacco Boy de Benjamin. Regardez Benjamin, lisez Benjamin. Ça, c'est une boucle en fait, les points lecture, on parle que d'Hiroguro et de Benjamin, de globalement. Donc voilà, tout ça est purement marouesque et je voulais dire... Ouais. Et donc, au-delà de tout ça, au-delà du fait que ce soit un digne représentant du Tokyo Grand Guignol, de la troupe du Grand Guignolesque de Tokyo, qu'il a adoubé comme le digne représentant de la troupe. Hein. Bah, c'est même C'est incroyable, Ichikai Club à la base, c'était une pièce Oui. du club du Tokyo Grand Guignol, justement. Et c'est en la découvrant à travers une publicité dessinée par Suihiro Maruo que Usamaru Furuya a découvert la pièce. Voilà. Et malheureusement, il était trop jeune à l'époque, et quand il a eu l'âge pour le coup de vraiment pouvoir rejoindre la troupe, et ça existait plus. Voilà. Donc ça c'est son hommage, on va dire, à cette troupe dont on a déjà parlé quelques fois sur la chaîne dans ses points lecture. Et franchement, je suis très content qu'il y ait eu cette adaptation parce que c'est l'histoire en elle-même commence sur des bases assez simples. Mais et même si on peut voir à partir d'un moment où ça va aller, je trouve que ça reste quand même très divertissant, et je trouve que les différents persos restent aussi assez développés, en tout cas ce qu'il faut de développement, je veux dire. Toi, il y en a pour lesquels il n'y a pas forcément besoin. Toi, genre, je veux dire, par exemple, calcul, tu vois, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de développement, juste à la fin, on va dire, où tu vois, il y a un petit début, en fait, on se rend compte que chaque personnage a quand même quelques petites facettes. C'est ça que je voulais dire, c'est que cachées, chaque personnage, lorsqu'on les voit, on peut s'imaginer des choses, et d'ailleurs jusqu'à la fin, on a en fait un traître, une taupe dans le Ichikai Club, et en fait jusqu'à la fin, on ne sait pas qui c'est. C'est vrai. Et vraiment, et pour le on coup, pense souvent le savoir. voilà, et pour le coup, à la fin, on est vraiment surpris.
C'est ça. Et c'est vraiment rare pour le souligner, vraiment que je sois pour le coup totalement surpris. Je me suis dit ok, je l'avais pas vu venir. Et ça c'est très plaisant. Et puis de toute façon, le tome est d'une fluidité. Oui. La narration est très bien menée. Et le scénario est très bien écrit. Alors toi, t'as eu des réserves concernant la réalité de certaines scènes, tu m'as dit? Oui, non, c'est juste qu'à la fin, il y a un élément qui est un peu, pour moi, trop grotesque. En fait, tout le reste, Ah là là, tout ça, le reste, ça non, va être le non, sujet d'une vidéo non, sur non, ma mais chaîne. ce que je veux dire, c'est que tout le reste, il y a des œuvres, je veux dire, dans un cagot, ça m'aurait rien fait parce que je trouvais que dans le ton, ça irait. Mais là, en fait, le truc, c'est que dans l'Ichi Ikari Club, quasiment tout. Alors, des fois, c'est vraiment un robot qui marche au litchi, j'avoue que c'est un peu compliqué, mais je veux dire, quasiment tout pourrait être crédible en fait. Mais donc, c'est vraiment juste ce dernier élément. Des collégiens qui sont reçus dans un club où non, mais je veux dire, tout est physiquement faisable. Je veux dire, prendre un chiotte et transpercer un mec comme ça, mais sans vitesse, sans rien, juste le transpercer comme ça c'est physiquement impossible, tu vois. Parce que, alors qu'un gros robot plie un mec en deux, là je veux dire, le robot il est trop fort, il peut, tu vois. Là je trouve que le chiotte, je trouve pas que c'est pas, je trouve pas, voilà, là c'est ça. Mais en vrai, mais je dis ça, mais c'est vraiment une toute petite réserve. Ah ouais, j'ai adoré adoré le tome, et donc même si c'est vrai qu'il y a ça sur la fin, je trouve que ça reste quand même peut-être de tous ceux que j'ai lus, l'Heroguro le plus accessible dans le sens où il va quand même beaucoup moins loin dans le n'importe quoi que pas mal de Kago. Et l'histoire est beaucoup plus linéaire qu'un Maru. Il est beaucoup moins dérangeant quand même. Et beaucoup moins dérangeant, c'est ça. On a des scènes de mise à mort littérale. C'est plus cadré. On est plus dans les carcans. Enfin, si vous voulez, c'est le reste de l'Heroguro, mais on est plus dans ce qu'on a l'habitude de lire en termes de narration, alors qu'un Maru est beaucoup plus décousu, beaucoup plus disparate. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué à lire, mais là pour le coup ça va. Là on a une histoire qui va d'un point voilà, c'est ça. D'un point A à un point B. Avec une trame qui vous tire en haleine tout le long. Ça. Tous les personnages sont absolument affreux, sauf cette fille qui est très pieuse. Putain, moi j'arrive pas à la choper. Qui est là, qui est très pieuse tout autour de tous ces personnages qui sont dégueulasses. Et ça va être forcément une histoire de qui va trahir qui va trahir le chef, qui a envie de prendre la place du chef. Et on sent bien sûr l'influence de Maru dans tous les pans du manga, l'influence et l'amour que Osamu Furuya porte au grand guignolesque et à l'Heroguro. Et je pense que c'est un premier essai et un succès, vraiment un gros succès pour Furuya dans ce genre-là. Ah, c'est ça, moi j'ai vraiment adoré, pour tout vous dire. Moi aussi. Je pense que si j'étais pas aussi attaché à l'humour de Kago, je pense que ça aurait pu être mon Heroguro préféré, dans le sens où je suis pas aussi attaché que toi. On en avait déjà parlé avec la jeune fille au camélia au style de Maru. Je veux dire, je trouve que c'est des œuvres vraiment qui apportent beaucoup de choses et qui ont un style qui est clairement typique de Maru en fait. C'est la démarche esthétique qu'ici. Mais moi j'aime bien aussi les trucs quand même un peu plus linéaires. Et là c'est sûr que dans celui-là, on a ce qu'il faut, on a notre dose de violence qu'on attend en lisant ce genre d'œuvre, c'est sûr. Et on a quand même une évolution de personnage qui reste, que je trouve vraiment visible, notamment avec le personnage de Litchi, que j'adore, qui est là derrière mon doigt. Litchi, je trouve que déjà son design est incroyable, il est ultra flippant, déjà quand il apparaît on se dit ok, ce perso-là, il te marque. On va dire, rien que par à quoi il ressemble, c'est un genre de méga robot. Tu sais pas trop comment il marche pendant longtemps. Tu sais pas trop à quel point tu dois le craindre. Il a un œil humain, il est très particulier. Il apprend très vite, ce qui est flippant aussi. Mais on se rend finalement compte que ça reste l'un des plus humains des personnages qu'on nous présente. Et c'est même peut-être le personnage auquel on s'attache le plus dans tout ce tome. Et c'est pour ça que l'Ichi Ikari Club, c'est beaucoup trop cool. Et que ce soit du coup, je pense, pour les fans d'Heroguro, ou même pour quelqu'un qui voudrait même découvrir le genre, tu vois, enfin, il y a quand même de la grosse violence à certains moments. Il faut pas être allergique. On va dire. Et de la déviance sexuelle aussi. C'est sûr, mais c'est l'Heroguro. Mais c'est pour ça que je pense que vous pouvez à peu près, à part si vous êtes vraiment très sensible, mais tous y aller. Je pense que vous allez voir, vous allez penser comme nous, que c'est une œuvre très bien écrite. Et avec une conclusion très satisfaisante aussi. Ah oui. Et j'ai bien envie de lire du coup le préquel pour savoir, même si on a déjà des pistes sur comment s'est créé le Ikari Club, l'original, pas ce club de dégénérés.
On en reparlera du coup une prochaine fois. En tout cas, foncez si vous le voyez surtout d'occasion. Je sais plus à combien il est. 18. Après, Voilà. ça reste des éditions Yemacho, donc même pour notre Ikari Club, c'est quand même du 14-16 €. C'est pas donné, donc on va attendre un petit peu, mais en tout cas, ça sera fait. C'est ça. Donc, prenez-le si vous le voyez, franchement. De toute façon, N'hésitez pas. achetez tout ce qu'on vous présente pour les clubs. Ouais, parce que- globalement. À part peut-être genre Bota, Ah. bah déjà c'est pas encore sorti, mais c'était pas incroyable, mais bon voilà. Et donc, on va reparler, j'avais fait une mini allusion tout à l'heure à quelque chose de déjà un peu plus enfantin et de quand même moins violent, même si bon, il y a quand même du sang dans un mer béton, mais bon, c'est pas de l'Erogoro, c'est pas de l'Erogoro. Donc Amer Béton de Taiyo Matsumoto. Donc là j'ai l'édition intégrale, pas la version en 3 tomes si je me trompe pas. Sorti chez Delcourt Tonkam. Taiyo Matsumoto, Amer Béton. De quoi ça parle? Et bah globalement tiens, je te laisse montrer quelques pages de cette très belle édition intégrale. Amer Béton, ça parle de deux orphelins. Kuro et Shiro en japonais ou Noiro et Blanco adapté en français, qui donc vivent seuls dans une ville un peu à l'abandon. En tout cas, c'est les kings de cette ville. Et un jour vont revenir en gros une team de yakuza sadiques, prêts à tout pour reprendre le dessus sur ces mômes qui font leur loi. Et ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Il va y avoir beaucoup d'intrigues qui vont se créer. Donc encore une fois, je vais essayer de pas, je vais spoiler le moins possible. Mais leur ville est en train de changer, d'évoluer. Et ça, peu de personnages le voient d'un bon œil. Et pendant ce temps-là, on va avoir l'évolution interne de Noiro qui se demande où est sa place, qui questionne sa relation par rapport à son frère d'adoption qui est Blanco, et qui est lui un enfant beaucoup plus joyeux et solaire par rapport à Noiro qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus taciturne et lunaire. Noir. Quoi ? Et noir. Non, il est pas noir. Mais voilà, c'est une dynamique qui est vraiment très présente dans les œuvres de Matsumoto, même dans Ping Pong, dont on parlera sûrement une prochaine fois. L'image de la lune et du soleil, c'est quelque chose qu'on va beaucoup voir. Et Est-ce qu'il y a des Chinois dans Ping Pong? Il y a des Chinois dans Ping Pong. Il y a un personnage très important qui est chinois. Le style de Matsumoto. Ah bah là on va parler. Ça clairement, il est très reconnaissable. Il est énorme. Et il est énorme. Alors moi, tout d'abord, j'ai pas découvert Amer Béton avec ce manga, puisque j'avais d'abord regardé le film d'animation qui est sorti en mes notes 2006, et que j'avais beaucoup aimé. Donc je me suis dit, ce film d'animation, comment il adapte ce manga, et quand j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus, et ben j'ai pu le lire, et je l'ai lu assez vite, parce que vraiment c'est... Quand on commence, on peut plus s'arrêter, on est vraiment dedans. Et en ayant lu du coup l'œuvre originale, je me rends compte que vraiment le manga, enfin le film, l'adaptait très bien, mais les deux restent assez différents. Je vous conseille de regarder le film. En fait, que vous commenciez par le manga ou le film, c'est pas trop grave. Les deux sont excellents. Et dans tous les cas, je vous conseille de regarder les deux. Mais bon, voilà, je suis là pour vous parler du manga quand même. Hein, c'est un peu le but des points lecture et des lectures manga. Donc, on a de multiples influences dans tous les sens. Taiyo Matsumoto oblige. Et Taiyo Matsumoto oblige. On a surtout une vision de l'enfance, l'enfance qui est un thème très récurrent dans son œuvre. J'ai pas pu lire énormément de Taiyo Matsumoto, vu que malheureusement il y en a certains qui sont difficilement trouvables. Google Monster en priorité. Mais de ce que j'en ai lu, et des interviews de Matsumoto que j'ai pu lire, notamment dans les Atomes ici. Hop, bon, j'arrive pas à le montrer, mais voilà. Point d'orge sur Atome. Il y a un point d'orge sur Atome également. On nous présente des relations très intéressantes, des personnages qui sont vraiment développés, mais bien plus que juste Noiro et Blanco. C'est-à-dire qu'autour d'eux, on a notamment l'espèce de chef de gang Yakuza qu'on appelle le rat. Parce que eux en fait, il y a beaucoup de symbolique aussi, Matsumoto forcément. Et donc là on a affaire à deux petits chats qui font leur loi dans la ville. Mais on a aussi le rat qui va venir leur mettre des bâtons dans les roues.
Et on a donc un rat qui est très attachant aussi, qui est peut-être mon personnage préféré de l'œuvre, qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Son homme de main principal, qui va aussi avoir une évolution très intéressante. On va apprendre à découvrir les différentes factions de la ville, plus ou moins, et on va se rendre compte que c'est en fait un environnement très crédible, mais en même temps très, très, très cru, et c'est une vision de l'enfance qui correspond vraiment à Matsumoto, et on sent qu'il y a une part de vécu, hein, notamment. Je vous conseille de vous intéresser à la vie de Matsumoto, et notamment à son enfance qui n'a pas été facile, et ça fait un portrait très juste, notamment de Noiro, qui est ultra bien développé. Le style, j'adore, hein, on en a parlé un peu, c'est très dynamique. On a très peu d'ombrage, en tout cas sur la plupart du tome, ça évolue petit à petit. C'est assez progressif, et thématiquement ça fonctionne vraiment aussi, parce que le manga va aussi devenir de plus en plus noir au fur et à mesure qu'on avance, notamment en ce qui concerne la psychologie de Noiro. Et tout est distordu, on le voit, de toute façon on a vu dans les planches que tu as montrées, que ce soit les bâtiments, les décors, les personnages, tout est là pour invoquer un sens du dynamisme très unique, et qui correspond qu'à Taiyo Matsumoto, hein. Je veux dire, à première vue, si on connaît vraiment rien, moi aussi, il y a pas mal d'années, quand j'ai vu pour la première fois un tome de ping-pong, je me suis dit, le dessin est quand même bizarre, tu vois, mais je pense que quand on est jeune, on peut tous avoir cette vision-là, mais en lisant le manga, on se rend vraiment compte que ça fonctionne vraiment, c'est ultra immersif, et le scénario évolue de façon assez surprenante à pas mal de moments. Vous allez voir, parce que encore une fois, le tome est quand même aussi trouvable d'occasion, je l'ai trouvé d'occasion également. Donc, je vous conseille d'y aller très fortement, parce que on a... Comment dire, je me perds, parce que c'est une œuvre tellement complète que on peut partir dans tous les sens, mais on va dire que le scénario est très profond, les personnages encore plus, et loin d'être les caricatures qu'on pourrait penser à première vue, notamment dans l'introduction. Et pour ce qui est du manga en lui-même, de sa mise en page, de sa mise en scène et de son dynamisme, il y a beaucoup d'emprunts à la BD européenne, et ça, Taiyo Matsumoto se le cache absolument pas. Et donc pour lire ce manga extrêmement poignant, foncez sur cette. Je vous conseille vraiment, parce que je trouve que cette édition de Delcourt Tonkam est grosse, cette intégrale, mais elle se lit. Non mais je veux dire, elle est grosse, mais elle se lit quand même assez facilement. Je veux dire, par exemple, il y a Planète là-bas de chez Panini qui a l'air d'être chiant à lire. Ouais, voilà. Pour le confort de lecture, on repassera, j'ai l'impression. Alors que là, en fait, c'est juste assez. Tout ce qui est méga intégral, type les Disney Blood, tout ça. C'est ça. Alors que là, on a même c'est du coup une édition de très bonne qualité, avec même le petit marque-page intégré en ficelle, je sais pas comment on appelle ça, mais qui du coup aide à s'y retrouver, parce que là, faut quand même, je sais que c'est très immersif, mais bon, vaut mieux pas lire en une seule fois quand même. Et voilà. Et puis si vous avez pas, au pire, l'argent, la place, l'envie ou je ne sais quoi de l'acheter, et comme je vous ai dit, le film existe aussi, le film d'animation, et il est très bien. Donc lisez du Taiyo Matsumoto, lisez Amer Béton, ou dans le pire des cas, regardez le film. En tout cas, c'est ultra bien. Voilà. Alors du coup c'est à moi, et pour ma dernière lecture personnelle, alors je vais vous parler de la série de Daijiro Morohoshi qui s'appelle Shiori et Shimiko. Donc là j'ai que les 2 premiers tomes, honte à moi, je vais m'acheter les 3 autres très rapidement. Alors là j'ai que la tête décapitée qui est le premier tome, et les chevaux bleus qui est le 2e tome. Le 3e tome c'est l'élégie de l'hécatombe. Après on a le poisson noctambule, et le 5e et dernier tome disponible en France c'est Peur sur la ville. Malgré le fait qu'il y en ait 6 au Japon, il en reste un seul que Doki Doki n'a pas édité. Alors, est-ce que tu connais déjà un peu Daijiro Morohoshi? Est-ce que tu l'as pas déjà rencontré plusieurs fois dans les influences sur Atom? Si, dans Atom on en parle souvent. Voilà. Et même au-delà du fait que
on en a déjà parlé et que même t'as fait une vidéo sur l'un de. Voilà, sur j'ai la tête fait une décapitée. vidéo sur la tête décapitée. C'est vrai que c'est un auteur dont le nom revient souvent en tant qu'influence de pas mal d'auteurs, Je notamment comprends. dans l'horreur. Et je comprends vraiment beaucoup pourquoi, parce que... Comment dire? Alors, déjà, vite fait, de quoi ça parle, après on parlera de Daijiro Moroshi, mais alors, de quoi ça parle? En gros, c'est 5 recueils d'histoires courtes, c'est que des histoires courtes, qui vont présenter, en fait, les aventures de Shiori et Shimiko, donc qui sont ces deux filles-là, qui sont deux amies, et en fait, elles vont évoluer donc dans leur ville, et elles vont rencontrer, au gré de leur balade, des phénomènes paranormaux dans leur ville, des apparitions, des malédictions, des légendes urbaines, des on-dit, voilà, ça va mélanger des croyances religieuses, des croyances purement surnaturelles et populaires. C'est à mon avis un très bon palliatif si vous aimez Shigeru Mizuki et ses yokai. Et même si vous aimez le surnaturel et l'horreur humoristique, parce qu'en effet, on est complètement dans un humour comique, un humour satirique, qui, on va dire, joue sur le décalage entre ce qui se passe dans l'histoire et la réaction des personnages. Je l'avais dit dans ma vidéo sur la tête décapitée, mais c'est vraiment ça qui est le plus intéressant, c'est comment dire, le décalage entre ce qu'on pourrait attendre des réactions des deux filles et en fait comment elles réagissent réellement. C'est vraiment, à plusieurs fois j'ai rigolé dans cet tome, et Dieu sait que pour moi l'humour dans le manga et l'animation c'est compliqué, mais pour le coup, enfin parce que l'humour japonais me parle pas forcément tout le temps, mais là pour le coup c'est vraiment très bien. Alors il faut dire que Daijiro Moroshi, je m'y suis intéressé parce que j'ai lu dans un tome que c'était une grande source d'influence pour beaucoup d'artistes, et alors déjà j'aimerais bien que tu montres un petit peu les dessins, Oui, parce bien que on va en parler après, mais en gros, dites-vous que Daijiro Moroshi a reçu le prix Tezuka en 2004, il me semble. Il est considéré comme un vrai génie par énormément de pointures dans l'horreur, et même pas dans l'horreur, hein, dans la scène du manga en général. Même, je t'avais dit qu'Osamu Tezuka a dit lui-même qu'il était incapable de reproduire le style inimitable de Daijiro Moroshi, qui est un style indescriptible, une sorte de gekiga récent, contemporain, un peu à la manière d'un Tokugeki Wakatsu dans Tokyo Blues. C'est une sorte de trait qui nous rappelle les débuts, les premiers pas du manga, mais en fait qui est totalement assumé, et c'est un trait artistique, c'est une patte, c'est un véritable un pari qu'il a fait. On l'a vu, il dessine comme ça, mais c'est juste que il a réussi à allier parfaitement ce qu'il souhaite raconter et de la manière de le mettre en scène. C'est un dessin aléatoire, c'est un dessin qui déconcerte beaucoup le lecteur. Donc voilà, je l'avais dit, on parle beaucoup de malédiction, notamment dans le tome 2. C'est d'une inventivité vraiment folle, je dirais pas autant qu'à Shintaro Kago, en même temps c'est pas non plus le même ton, mais franchement, des fois, on frôle l'inventivité d'un Kago dans ce que ça propose, dans les légendes urbaines. C'est réellement, je pense, le recueil d'histoires courtes que j'ai préféré, enfin les deux tomes en tout cas que j'ai lus, c'est les recueils d'histoires courtes que j'ai préféré de ma carrière de lecteur, parce que c'est encore mieux que par exemple les Insomnia de Masaya Okazuno, qui sont chez Black Box, qui sont pourtant très cool. En termes d'horreur, c'est même... Non, allez, attends, j'hésite, mais... Ah, non, mais je vais me mouiller, je trouve que c'est même mieux que les recueils d'histoires courtes de Kazuo Umezu, type Le Vœu Maudit ou La Maison aux Insectes, même si c'est évidemment incroyable, mais les Daijiro Moroshi aussi, ils seraient dans un top 20, je pense, de mes lectures all time. J'ai présenté beaucoup de bonnes choses là, hein. Mais en vrai, c'est absolument génial. Ils vous surprendront toujours, les personnages vous surprendront toujours de par leur réaction. On a Shiori et Shimiko qui en fait sont tout le temps bon, je sais pas, imagine, elles vont sur le chemin de l'école et elles croisent une maison qui a popé là d'un instant à un autre. Elles s'aventurent dedans, ça va faire un bordel pas possible, ou alors elles vont dans un parc d'attractions qu'elles sont jamais vues sur une carte, et en fait on se rend compte que c'est une malédiction, si tu veux. Il y a aussi beaucoup un jeu autour de l'imagerie japonaise et de ces monuments, de ces bâtiments comme les torii qui sont au centre par exemple du tome 2,
On les voit sur la couverture d'ailleurs. Et Torimodi qui ressemble étrangement à des humains, on se demande pourquoi. Et en fait, c'est véritablement un monde qui met en scène le quotidien corrompu, mais d'une manière magistrale. Là, vous voyez les petites créatures là, c'est des Schmurfs. Et ils sont dans le monde comme ça, totalement normal. C'est normal en fait qu'ils soient là, qu'ils existent. Il y a aussi énormément de références à des grands auteurs contemporains. Comme Lovecraft avec le personnage de Cthulhu. Il y a un personnage qui s'appelle Cthulhu et c'est attendez, est-ce que je le retrouve tout de suite. C'est un personnage d'une petite fille complètement folle qui va en faire voir aux deux personnages principaux qui doivent en fait des fois la babysitter de Cthulhu qui fait absolument n'importe quoi. On a des sortes de marchés qui apparaissent que les soirs de brouillard, où en fait c'est un marché de viande humaine avec des putains de gobelins. C'est où des fois tu vas te balader la nuit à telle heure et tu auras des chevaux bleus qui vont apparaître devant toi et qui sont la source de nombreuses légendes urbaines. Et je l'avais même dit dans ma vidéo sur la tête décapitée, mais en fait Moro-Oshi utilise énormément les bouquins comme source cathartique de ces enjeux. C'est-à-dire que souvent le mystère que nos deux héroïnes doivent surmonter vont trouver leur résolution dans un manga, j'allais dire un livre, un roman absurde à chaque fois. À chaque fois c'est imaginer, je sais pas, vous avez un monstre sous votre terrasse, et ben le livre qu'elles vont aller la choper à la bibliothèque, ça va être comment chasser le monstre de votre terrasse, si tu veux. C'est ce genre de truc là. Et c'est toujours génial. Ça va faire aussi beaucoup de références bibliques à la tour de Babel, à la bibliothèque universelle, à énormément de choses. C'est un puits de références, c'est ultra charmant. Le trait, comme je l'avais dit, est atypique. C'est une lecture ultra fluide, ça se lit très très vite. Il y a des postfaces de Daijiro Moro-Oshi. Il y a des petites anecdotes en fin de tome dans le tome 2. C'est sans doute, je pense, aussi des tomes qui sont très abordables, très facilement trouvables, aux alentours des 5€ pour les 5. Pour les 5, chacun à 5€ quoi. Et si vous voulez, c'est vraiment une lecture que je recommande, pas forcément pour les amateurs d'horreur, c'est pour tout le monde. Parce que l'horreur est surtout humoristique dans ces histoires courtes, même s'il y a de l'horreur frontale parfois. Mais globalement, ça va toujours être satirique, ça va toujours être un décalage entre la réaction des personnages et ce qui se passe réellement. En fait, des réactions totalement banales à des situations horribles que nous, si on vit la même chose qu'elle, en fait, on panique, on fait une crise cardiaque et je pense qu'on on se met en boule tout de suite. Mais elle, en fait, si vous voulez, elle vit dans la ville de toutes les malédictions, de tous les éléments surnaturels. Et finalement, un monstre de plus ou de moins, ça fait pas grand chose. On va aller à la bibliothèque universelle et on va traiter le problème à la source, à la racine. Et c'est du méga lourd, les Shiori et Shimiko. Et pourtant, j'ai chopé ce putain de tome au fond d'un rayon d'occasion. Et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi génial, et en fait je m'attendais pas à ce que je chope un Daijiro Moro-Oshi avant de lire en plus dans Atome. Oui, sûr. Donc parfait. Et, si vous les voyez, vous y penserez. Et lisez-moi ça, lisez tout ce qu'on vous a présenté, c'est génial, vive le manga. Ouais. Voilà, on vous a présenté, c'est vrai, quand même beaucoup de facettes différentes du manga, que ce soit du coup de l'horreur, on en a eu d'une certaine façon, une portée assez autobiographique pour Amer Béton, mais qui parle surtout de l'enfance et du manga. Enfin, vraiment, on a eu pas mal de facettes. Voilà, on a pu explorer pas mal de types d'œuvres. Et voilà. Et que, en tout cas, s'il y a bien une chose qui les relie tous, c'est que vous pouvez les acheter si vous les trouvez, parce que on vous parle globalement quasiment que de mangas très bons. Je prends pas trop de plaisir à parler des trucs de merde, donc c'est mieux de parler des choses qui nous ont plu. Voilà, globalement en tout cas c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et du coup, la prochaine fois, je pense qu'on aura encore, pas mal de trucs assez cool sur lesquels on va parler, parce qu'il y a des choses qui sont sorties qu'on n'a pas eu le temps de lire, il y a des choses qui vont encore sortir, notamment du Gekiga. Et notamment encore, on va avoir du Kago encore, on en a du Kago pour les prochains, on n'a plus beaucoup mais il en reste encore 2. Les Rogros vous en aurez toujours, et puis du Tezuka,
du Mizuki, pourquoi pas. On va vous parler vraiment de tout plein de choses, vous inquiétez pas pour ça. Et du coup, sur ce, comme tu l'as dit, vive le manga, et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maniaco Shonen et Brenner. Oui. Bye tout le monde. Salut. Salut.